Bonjour à tout le monde. Je pense que Frédéric Galateros et les autres collègues m'ont gentiment invité pour essayer de faire un point sur les effets secondaires de la thérapie génique dans le traitement de la drépanocytose, ce qui est une tâche pas facile, mais j'ai essayé de vous dire où nous en sommes avec notre réflexion sans qu'on ait tous les éléments de réponse à ce qui peuvent être vos questions. Donc, inutile de vous dire que la drépanocytose a une physiopathologie complexe, surtout liée à un état inflammatoire important, à la production de radicaux oxygénés libres et un dommage endothélial qui est constant dans le temps, même quand on arrive à contrôler les crises vaso-occlusives. Alors, juste, je me permets de vous rappeler juste l'avantage de la gene thérapie, sa difficulté dans le cas spécifique de la drépanocytose, car on ajoute une copie normale du gène de la bêta-globine avec au sein des modifications de type globine F pour essayer de contrebalancer la production d'hémoglobine S qui continue à être produite. C'est que d'un point de vue aussi de la correction par thérapie génique, n'est pas quelque chose de simple, car on a deux gènes de l'hémoglobine S contre un gène thérapeutique au meilleur des cas, et donc que la balance n'est pas très favorable en faveur des gènes thérapeutiques. Alors, vous voyez, ou peut-être vous ne voyez pas décrite, détaillée dans cette diapositive, le nombre très important d'essais cliniques qui ont été faits soit pour la bêta-thalassémie, qui c'est l'encadré jaune de cette diapositive, peut-être la seule chose qu'on voit, avec des essais de phase 1, 2, mais également des essais 3, des phases 3, et les essais cliniques qui portent sur la drépanocytose. Si on essaye de résumer tout ça, on a globalement, à quelques malades près, une cinquantaine de patients avec drépanocytose qui ont été traités et aux alentours de 75 patients traités par la thalassémie. Dans le cas de la thalassémie, il est vrai, dans le cas de la drépanocytose, il est vrai que nous sommes passés à travers différentes phases, car c'est une maladie pour laquelle il est difficile de récolter les cellules souches à travers, sous anesthésie générale et par ponction de la moelle osseuse, et que différents groupes, dont les nôtres, ont mis en point un système de mobilisation des cellules souches par plerixafor à la place que par GCSF pour éviter de déclencher une crise vaso-occlusive. On reviendra sur les caractéristiques mobilisés par plerixafor. Donc, les sponsors industriels qui a traité les nombres plus importants de patients avec drépanocytose, vous connaissez tous, c'est Bluebird Bio. Bluebird Bio, entre 2018 et 2021, a rapporté 3 effets adverses de type myélodysplasie qui a évolué dans une leucémie aiguë myéloblastique pour les premiers patients, 42 ans au moment du traitement par thérapie génique et qui a développé sa leucémie 3 ans et demi après. En février 2021, on a un patient de 31 ans, génotype SS, qui déclare une leucémie aiguë myéloblastique. Et puis, on a un troisième patient qui, de 20 ans, plus jeune, qui déclare une MDS, mais dont aujourd'hui le diagnostic a changé, mais on reviendra sur ce cas, et qui est plutôt classifié comme une anémie transfusion dépendante. Donc, dans le cas des premiers patients, on retrouve des anomalies cytogénétiques et par NGS tout à fait très complexes, déjà, monosomie 7, des multiples mutations du gène RUNX1
et PTPN11, typique de la leucémie aiguë myéloblastique. Et ces patients, ils essayent de les traiter par greffe de moelle osseuse, mais ils décèdent rapidement en échappement de sa maladie. Donc, dans le cas de la première myélodysplasie qui a été publiée par Bluebird, il n'y a pas eu on n'a pas pu détecter de l'antivirus dans les blasts, et ceci me semble un élément vraiment très important. Les cas plus complexes d'un point de vue thérapie génique, pour moi, c'est le patient numéro 2 qui développe d'emblée à 5 ans de sa thérapie génique une leucémie aiguë myéloblastique, avec des caractéristiques cytogénétiques et des biologies moléculaires comparables à celles du premier patient. Il y a une grosse différence par contre. Les blasts contiennent tous la même copie du vecteur, le vecteur qui est dans un gène qui n'est pas connu par contre pour être responsable d'une leucémie, qui est le gène VAMP4. Alors, ce que l'équipe de Bluebird a dit aux équipes qui travaillent avec eux, dont la mienne, que n'ayant pas d'hyperexpression de ces gènes et ne connaissant aucune relation de ces gènes avec des hémopathies malignes, ils en déduisaient que les vecteurs n'étaient pour rien dans cette histoire. Je suis un peu plus prudente sur les conclusions que l'équipe de Bluebird tire à ces propos, car la mutagénèse insertionnelle par activation d'un oncogène n'est pas le seul mécanisme responsable d'une tumeur. D'autre part, ces malades est véritablement, comme les autres deux par ailleurs, un échec des thérapies géniques. Donc, on ne détecte pas les virus dans les cellules hématopoïétiques, mais quand même, on détecte une copie dans les cellules leucémiques. Donc, tout est possible, mais je pense qu'il devrait faire un effort supplémentaire pour dédouaner complètement le rôle de l'antivirus comme force qui drive cette hémopathie maligne. Pour les patients en 1351, les choses sont à nouveau un peu plus complexes. Ils retrouvent à un moment donné des anomalies morphologiques compatibles à une myélodysplasie après thérapie génique, avec quelques cellules qui portent une trisomie 8 chez un patient qui présente un trait alpha-thalassémique, et donc ils font une première diagnostic de myélodysplasie. Il faut dire que le patient de ces groupes est un patient du groupe C. Il reçoit un produit hautement transduit, 5 copies des vecteurs par cellule, et petit à petit, on se pose la question s'il n'y a pas un surplus de production d'hémoglobine thérapeutique par rapport à l'hémoglobine, à la chaîne alpha, qui empêche aux cellules de maturer un globule rouge. Dans tous les cas, ces patients qui sortent pas de son anémie, on ne retrouve pas de blasts, ni des cellules dysplasiques de la moelle osseuse, et pour l'instant, c'est tout ce qu'on connaît. Dans la diapositive suivante, je vous ai mis les modifications, l'amendement au protocole que Bluebird a proposé et s'est vu accepté par la FDA pour les malades qui seront testés prochainement, qui seront traités par thérapie génique dans le futur. Donc, il demande un fiche et un NGS. Et avant l'inclusion des patients en thérapie génique, et seulement si on ne retrouve pas des variations alléliques importantes ou des anomalies chromosomiques avant thérapie génique, les patients sont traités par thérapie génique.
À ma connaissance, au mieux de mes connaissances en France, les protocoles de drépanocytose sont toujours en ordre. Disons qu'entre 2018 et 2021, on répertorie quand même dans le monde un certain nombre d'effets adverses graves liés, qui ont un lien pas encore formellement démontré avec la drépanocytose. Donc, on commence à se poser des questions quant au rôle de la maladie avec son hypoxie chronique, les dommages endothéliales dont j'ai vous parlé, l'acidose chronique et l'inflammation chronique, dans le développement des hémopathies secondaires. Et puis, bon, dans le premier papier, dans la première myélodysplasie que Bluebird a publié, on a beaucoup mis l'accent sur Busulfex et conditionnement dans ces effets adverses, mais je pense que tout ça doit être aujourd'hui revu à la lumière d'autres données qui ont été publiées dans la littérature. Alors, dans la diapositive suivante, vous voyez l'étude que vous tous connaissez, une étude californienne, qui est menée sur des patients d'âge compris entre 15 et 39 ans, des patients adolescents et jeunes adultes, où on a un risque 3 fois supérieur par rapport à la population générale de développer une leucémie. Et il y a un autre effet qui est dans les patients, un autre argument qui est rapporté dans cette étude, que les patients ayant une forme sévère de drépanocytose ont un risque multiplié par 4. Ça, disons, avec une prise en charge, disons, conventionnelle. Donc, en plus de ces papiers, on a une autre communication qui est résumée dans le papier qui est résumé dans la diapositive suivante. Cette fois-ci, il s'agit d'une étude anglaise qui porte sur 7512 patients drépanocytaires contre une cohorte de contrôle de plus de 5000 malades. En gros, cette étude montre tout au moins, même s'il y a des faiblesses dans cette étude, que dans la population drépanocytaire, il y a un risque entre 3 et 10 fois supérieur d'une population normale de développer un cancer hématologique. Et pour ce qui concerne l'encadré rouge, vous montre les cancers myéloïdes plus fréquents chez cette population de patients. Également, on retrouve dans la diapositive suivante revu 4 cas, rapporté 4 et 4 cas de leucémie, de myélodysplasie ou de leucémie myéloïde chronique chez des individus qui ont eu différents traitements et différents âges. Sur un pool global de 2200 patients, d'âge compris entre 27 et 59 ans, avec une moyenne d'âge de 35 ans. Deux diapositives suivantes sur ces 4 cas reportés dans cette étude que vous voyez ici. 2 patients ont de l'hydroxyurée avant traitement, 2 patients sont sur échange transfusionnel classique, 3 patients se présentent avec les caractéristiques d'une myélodysplasie et un patient d'une leucémie myéloblastique aiguë. Il y a noté quand même quelque chose de ces patients que moi j'ai trouvé quand même très perturbant. Dans le cas numéro 3, les patients souffrent d'une herpès virus HHV8 chronique et le patient numéro 4 est quand même infecté par HIV avant de déclarer sa pathologie. Donc, vous voyez que le patient numéro 1 et le patient numéro 3
sont sous hydroxyurée avec une dose variable de 500 mg à 1,5 g. Et les patients numéro 1 est également a été soumis aussi à une greffe des cellules souches à conditionnement réduit avec un frère partiellement compatible, greffe qui a marché dans les premiers 3 ans qui ont suivi. Le chimérisme total s'est modifié petit à petit en chimérisme mixte. À 4 ans de la greffe, il perd son greffon et il développe également sa myélodysplasie. Alors, sans rentrer dans les détails de la cytogénétique de ces 4 leucémies myéloïdes, on peut dire qu'ils ont toutes des anomalies cytogénétiques complexes avec des pertes totales ou partielles du chromosome 5 ou du chromosome 7 et tous des altérations génétiques, notamment de la P53 pour au moins 3 de ces pathologies sur 4. Ce qui est étonnant et qui est souligné dans l'auteur de ces papiers, c'est que les 4 leucémies n'ont pas les caractéristiques des leucémies myéloïdes primaires, mais plutôt ont toutes les caractéristiques cytogénétiques, morphologiques et des biologies moléculaires qui sont très proches à celles d'une néoplasie secondaire au traitement, quoi qu'il soit au traitement. Et ça, il est vrai, si je peux avoir la diapositive suivante, également pour 11 autres cas de leucémie qui sont répertoriés dans ces mêmes papiers, qui ne font pas partie de l'étude, mais qui revoient dans la littérature. Et tous ont ces caractéristiques des maladies secondaires et pas primaires. On a une série de case reports d'apparition de différents types de leucémie myéloïde après greffe des cellules souches hématopoïétiques. Je vous dis d'emblée, avant de vous montrer les différents papiers qui les ont reportés, on a quand même dans ces pathologies malignes après greffe des cellules souches compatibles aussi sont des conditionnements atténués. Les patients ont un chimérisme mixte qui perd et on a une documentation dans moins 2 cas de ces leucémies que les altérations alléliques étaient présentes bien avant le développement bien avant la greffe et ils précédaient la survenue de la leucémie. Donc, par exemple, dans ce travail de l'NIH qui rapporte les résultats de la greffe à conditionnement non myéloablatif chez 122 patients traités par TBI 300 et compact, 16 ont rejeté, donc 13% des patients greffés, mais 4 ont fait une complication maligne à type de MDS. Deux cas d'MDS complexe avec une mutation de la P53 et aussi un cas de leucémie myéloïde chronique a survenu tous les 3 d'une période bien documentée après greffe entre 2 et 3 ans et demi chez tous des patients plutôt adultes. Marie Penn rapporte également la description des 6 cas de leucémie survenus après greffe Haplo ou à greffe MEUD dans 1000 greffes reportées entre 2008 et 2017. Leur dénominateur commun, c'est d'être une population jeune adulte et d'avoir un chimérisme mixte ou un rejet de greffe. Diapositive suivante. Si on regarde par contre tous les greffes qui ont eu un conditionnement myéloablatif complet, et notamment on peut s'appuyer
sous la série française de Françoise Bernardin qui a été publiée dans Hematologica en 2020, vous voyez que sur 234 greffes, y compris dans les 6 greffes qui ont un échec, on ne répertorie pas la survenue des pathologies atypoleucémiques myéloïdes malignes chez ces enfants. Et vous voyez également que les follow-up de ces patients est extrêmement élevé parce qu'il est de 8 ans et la survenue des leucémies myéloïdes, que ce soit des myélodysplasies ou de leucémies myéloïdes chroniques, a été reportée après thérapie génique ou après greffe avec une moyenne de maximum 3 ans et demi, 5 ans dans les cas de la leucémie aiguë myéloblastique reportée récemment par Bluebird Bio. Diapositive suivante. Alors, cela c'est assez intéressant parce qu'elle reporte 3 cas des leucémie post-transplantation avec des mutations au départ de la P53. Mais ce qui est plus intéressant encore dans cet article, vous voyez qu'on reporte dans deux patients, on a un prélèvement avant greffe et on voit que ces mutations pro-oncogéniques, disons qui peuvent prédisposer à un développement d'une leucémie, sont bien présents avant greffe, avec une fréquence différente entre les deux malades. Par exemple, chez ces patients, cette mutation de P53 avant greffe est son pourcentage est extrêmement élevé, mais petit à petit, après greffe, ça augmente au développement d'une leucémie ouverte et des blastes en périphérie, les mêmes pour ces patients. Ça, malgré tout, ça nous montre que nous pouvons probablement exclure de nos traitements curatifs au départ les patients pour lesquels on trouverait une fréquence de variantes alléliques au-delà d'un certain seuil. Ça, c'est connu en hématologie sous le terme d'hématopoïèse clonale, pour éviter on augmente les risques de développement d'une leucémie, surtout dans les cas d'un échec de greffe. Quand nous, on avait fait notre étude sur la possibilité de mobiliser les patients drépanocytaires par plerixafor, on a fait en même temps une étude du transcriptome. Et on s'est aperçu que les cellules souches des patients drépanocytaires avaient quand même un nombre important de gènes différemment exprimés par rapport soit à une moelle osseuse normale, soit à des moelles osseuses mobilisées par plerixafor ou par GCSF. Et à l'époque, on avait souligné, on l'avait aussi écrit, ce qui avait retenu complètement notre attention, c'est représenté ici, où les cellules souches et les précurseurs qu'on mobilise dans le sang périphérique d'un patient drépanocytaire présentent une expression extrêmement élevée, représentée ici, des gènes impliqués dans la réponse inflammatoire, dans l'expression d'un certain nombre de cytokines et dans l'immunité adaptative. Ceci avait attiré notre attention aussi parce qu'en même temps, on faisait un essai de thérapie génique dans la granulomatose chronique, une maladie héréditaire del neutrophile, et l'état inflammatoire de ces cellules était responsable d'un certain nombre des effets secondaires à type perte du greffon qui avaient retenu notre attention. Donc, il est possible, la diapositive, je pense que c'est la dernière,
qu'au fur et à mesure qu'on observe, grâce à l'amélioration de la prise en charge et du traitement des patients drépanocytaires, une augmentation significative de leur espoir de vie, on observe en même temps s'accumuler dans la moelle osseuse des anomalies qui prennent des aspects différents, qui peuvent être une sénescence des progéniteurs hématopoïétiques, une, une diminution du contenu des cellules souches à cause de l'inflammation chronique, ce qui rendrait inutile les traitements par thérapie génique parce que leur capacité de repeupler une moelle osseuse après un conditionnement myéloblatif serait extrêmement limitée, et un raccourcissement des télomères. Tout ça ne fait sûrement pas en soi des hits sûrement oncogéniques, mais il faut imaginer que si sur ces terrains extrêmement anormal de la moelle osseuse, on vient avec une drogue radiomimétique capable d'induire des lésions du brevet de l'ADN, donc les busulfons. On ajoute tous les mutations qu'on peut ajouter avec la thérapie génique, à quoi qu'il soit, par ajout d'un gène ou par édition du génome. Et donc, on peut se poser la question de comment nous pouvons tous ensemble, dans le futur, construire une carte d'identité de la moelle osseuse de ces patients pour arriver à définir des caractéristiques morphologiques, génétiques, inflammatoires, des risques, pour éviter de soumettre ces patients éventuellement à une greffe ou à une thérapie génique et les voir développer une fréquence plus importante que dans d'autres maladies à une leucémie de type myéloïde, à type myélodysplasie, mais aussi leucémie aiguë myéloblastique ou leucémie myéloïde chronique. Voilà un peu la réflexion que je voulais partager avec vous. Et comme dernière diapositive, j'ai juste une diapositive de remerciements pour votre participation à ces congrès et pour m'avoir si gentiment invité.